Grand 1, l'Union européenne, une puissance mondiale et ses faiblesses. Nous allons voir dans cette première partie les atouts économiques de l'Union européenne, son intégration dans la mondialisation et les limites de cette puissance. Grand A, l'Union européenne, une puissance majeure, une puissance économique majeure. Et d'abord, de façon assez générale, le poids économique de l'Union européenne, donc des pays de l'Union européenne. Alors attention, la plupart des documents que je propose dans ce PowerPoint incluent le Royaume-Uni dans l'Union européenne, forcément. La plupart de ces documents n'ont pas été mis à jour et par conséquent, il faut réduire en quelque sorte ces différents chiffres. Alors, en ce qui concerne le produit intérieur brut, donc le PIB, l'Union européenne, si on additionne les PIB des différents pays membres, se positionne en deuxième place au niveau international, juste derrière les États-Unis et pour l'instant encore devant la Chine. Donc si vous voyez à gauche le diagramme circulaire, on vous met que le PIB américain représente 24% du PIB mondial. Le PIB de l'Union européenne, on vous met ici 22%. Alors en réalité maintenant, ce serait plutôt 18% avec le Royaume-Uni en moins. Et la Chine, 14%. Si on regarde les pays membres de l'Union européenne, on va retrouver dans le classement des PIB mondiaux l'Allemagne en 4e position, la France en 5e position. Alors on exclut du coup le Royaume-Uni, mais également l'Italie en 9e position et un tout petit peu plus loin l'Espagne en 14e position et les Pays-Bas en 18e position. Donc vous avez un certain nombre de ces pays membres de l'Union européenne qui sont classés dans le top 20 des PIB les plus importants au monde. Ce poids économique de l'Union européenne est particulièrement visible si on prend une carte par anamorphose, c'est-à-dire par déformation, comme celle-ci. Donc là, vous avez une carte où les pays sont proportionnels, la taille des pays est proportionnelle à l'importance de son PIB. Vous voyez le poids écrasant des États-Unis, le poids écrasant de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon, et également le poids écrasant de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, notamment évidemment des pays de l'Europe occidentale. Alors, parmi les différents atouts de l'Union européenne, il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être assez synthétique. La puissance industrielle, une puissance ancienne. Les pays de l'Union européenne, notamment de l'ouest de l'Europe, font partie des plus anciennes puissances industrielles. C'est évidemment le cas du Royaume-Uni, le premier pays au monde à avoir fait sa révolution industrielle, suivi par la Belgique, la France, l'Allemagne, puis l'Italie, etc. Quelles que soient les délocalisations, cette puissance industrielle, on l'a vu avec le cas de l'Allemagne, reste très importante et représente à peu près un petit quart de la production mondiale. Cette puissance industrielle, elle s'appuie sur un certain nombre de fleurons, donc un certain nombre de domaines où l'Europe va avoir une position essentielle. On avait vu le cas de l'automobile en ce qui concerne l'Allemagne, avec des sociétés comme Volkswagen, évidemment. On pourrait parler également du domaine spatial et de l'aéronautique avec Airbus, qui, avec la société américaine Boeing, fait partie des 2 grands leaders mondiaux dans le domaine de l'aéronautique. Airbus, d'ailleurs, depuis l'année dernière, a dépassé Boeing, alors pas en chiffre d'affaires,
mais en nombre d'avions commandés. Boeing a eu un certain nombre de difficultés en 2019, ce qui a permis à Airbus d'occuper le terrain. Et si vous regardez la carte à droite, vous voyez qu'Airbus, c'est un projet véritablement européen qui va mobiliser différentes puissances industrielles, l'Allemagne, la France, avec le site de Toulouse notamment, l'Espagne et le Royaume-Uni. Et Airbus va représenter évidemment de très très nombreux emplois en Europe. Voilà. D'autres domaines, on l'a vu, comme la chimie en Allemagne par exemple, font partie des éléments importants de cette puissance industrielle européenne. L'Europe est également toujours le premier exportateur agricole mondial, donc la première puissance agricole mondiale. Cette puissance agricole s'est surtout construite pendant les 30 Glorieuses, qui a été une grande période de mécanisation de ces agricultures, notamment de l'agriculture française, et cette agriculture européenne a bénéficié des aides de l'Union européenne, ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune, qui a permis à cette agriculture européenne de rester pleinement compétitive. L'agriculture française, qui est à la première place, suivie de près par l'agriculture allemande, puis l'agriculture italienne, espagnole et Pays-Bas, etc., etc. Donc là, évidemment, il va y avoir des concurrences, notamment depuis quelques années le Brésil, et puis surtout toujours la concurrence américaine, mais ça reste, l'Union européenne reste une très très grande puissance agricole. Puissance également des firmes transnationales ou firmes multinationales européennes. Je vous ai mis des documents qui présentent les 500 premières firmes multinationales, c'est-à-dire celles qui génèrent le plus de richesses. Si vous voulez, ce sont tout simplement les sociétés les plus puissantes au monde, dans des domaines comme l'automobile, l'énergie, le pétrole par exemple. Si on prend donc ces 500 premières firmes multinationales, vous pouvez voir que l'Union européenne représente un peu plus de 20% de ces firmes, parmi ces 500 premières firmes transnationales. Alors c'est derrière les États-Unis, c'est à peu près au niveau de la Chine. Vous voyez, donc, comme d'habitude, firmes transnationales françaises, allemandes. Alors, vous remarquez quand même que en Europe, le Royaume-Uni pesait énormément dans le domaine des firmes multinationales, dans de très très grandes sociétés, des banques comme Barclays, HSBC, des sociétés pétrolières comme Shell, comme BP, British Petroleum, et ça, forcément, le Brexit va faire assez mal à l'Union européenne. Et vous remarquez aussi d'ailleurs que la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, évidemment, a énormément de firmes transnationales. Donc maintenant, ça va être la France et l'Allemagne qui restent leaders. Vous remarquez d'ailleurs que l'Italie, qui a une puissance économique pas si loin derrière la France, a beaucoup moins de firmes transnationales d'importance. Tout dépend aussi de l'organisation économique des différents pays. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver des sociétés françaises, des sociétés allemandes qui vont être extrêmement bien classées et qui montrent le poids économique, là encore, de l'Union européenne. Si on prend le cas de la France va être très bien positionnée dans le domaine de l'énergie, avec une société comme Areva dans le nucléaire, une société comme Total dans le pétrole. La France va être très bien classée dans le domaine des services, une société comme AXA dans les assurances, des banques comme BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole. Et la France va être aussi bien placée dans le domaine automobile, Renault, Peugeot, etc., etc. Alors, l'intégration maintenant de l'Union européenne dans
la mondialisation. Qui dit firme transnationale, dit énormément d'investissement. Et l'Union européenne va être le premier espace mondial pour les investissements. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui va accueillir le plus grand nombre d'investissements sur son territoire et qui va être aussi l'espace qui va le plus investir dans le reste du monde. Alors, les investissements, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des prises de participation dans une société, ça peut être l'installation d'usines, de filiales, etc. Et un espace qui attire les investissements, ça veut dire tout simplement un espace qui est très attractif pour les étrangers. Les Américains vont investir énormément en Europe, les Chinois de plus en plus vont investir en Europe. Vous voyez vraiment cette accumulation d'investissements. La France, traditionnellement, est un des pays qui accueille le plus d'investissements. Vous voyez aussi le poids du Royaume-Uni, dont le départ, là aussi, va être probablement préjudiciable à l'Union européenne. De façon aussi assez proche, l'Union européenne va être au cœur des flux financiers. Et plus exactement sur ce document, les flux financiers qui vont transiter par les différentes bourses mondiales. Comme vous le voyez sur cette carte, les bourses européennes s'intègrent dans le flux permanent des capitaux qui transitent de l'Asie à l'Europe et aux États-Unis. Vous voyez cette espèce d'anneau financier, les bourses qui ouvrent le matin à Tokyo, Shanghai, Hong Kong, dont les indices augmentent ou baissent. Ça va avoir un impact sur les bourses européennes comme Francfort ou Euronext, donc la bourse parisienne. Et ensuite, même chose, les bourses européennes vont avoir un impact sur ce qui se passe à New York, notamment donc, à Wall Street. Là encore, si on regarde ces bourses européennes, vous allez avoir Euronext, donc la bourse parisienne qui est très importante, qui en fait d'ailleurs fédère différentes places financières, Francfort, donc, qui est juste à côté de la Banque Centrale Européenne, mais la grande bourse en Europe, c'est la bourse de Londres. Donc là aussi, il faudra voir ce que va donner le Brexit. L'Europe est tout simplement le premier espace commercial au monde. Et donc là, cette importance commerciale est supérieure en fait au poids économique de l'Europe, puisque l'Europe représente à peu près un tiers des échanges de marchandises. Énormément d'échanges intra-régionaux, forcément, des échanges à l'intérieur du marché unique, entre la France et l'Allemagne, par exemple, et donc intra-régionaux et des échanges interrégionaux avec l'Amérique du Nord et avec l'Asie, le Japon et la Chine. Ce qu'on va appeler les échanges entre les pôles de la nouvelle triade. Des échanges également avec le Moyen-Orient et l'Afrique, notamment dans le domaine des matières premières. Donc l'Europe, à travers d'ailleurs sa façade maritime dont on a déjà parlé, la Northern Range, et des ports comme Rotterdam, va être extrêmement bien intégrée dans les flux mondiaux de marchandises. Même chose avec les flux humains, et l'Europe va être tout simplement la première destination mondiale d'assez loin. Ce que vous pouvez voir sur cette carte, c'est un afflux de touristes internationaux qui est 2 fois supérieur à ce qu'on peut trouver en Asie et 4 fois supérieur à l'Amérique du Nord. Ce qui montre l'importance évidemment du patrimoine européen, plus généralement l'attractivité de ces pays d'Europe et également les richesses que cela peut générer dans des pays très touristiques comme la France par exemple, mais aussi l'Espagne ou l'Italie. Enfin, dans cette intégration
dans la mondialisation, l'Europe va pouvoir bénéficier de ces métropoles, donc des villes qui concentrent des fonctions de commandement et qui vont avoir un certain rayonnement. Je vous ai mis ici une carte, le classement 2017 des villes globales. On vous met d'ailleurs le classement dans les domaines économiques, de recherche, d'environnement, etc. C'est-à-dire le classement des métropoles selon leur influence internationale. Et vous voyez que Londres, très souvent, est classé en numéro 1, même devant New York, en termes d'influence. Alors évidemment, vous me direz que Londres, c'est fini, mais même si on laisse de côté Londres, Paris, après Tokyo, va être traditionnellement dans ce top 4 des principales villes mondiales, mais on va trouver aussi assez rapidement Amsterdam, Berlin et donc dans le top 40, 30 même, tout un ensemble de métropoles européennes, Madrid, Barcelone, Francfort, Vienne, Milan, etc. Donc ces métropoles, évidemment on va y trouver très souvent les sièges des firmes transnationales, les sièges des grandes bourses, et elles vont servir d'interface entre l'Union européenne et le reste du monde. Alors, quand même, un certain nombre de limites à cette puissance européenne. D'abord, cette Union européenne est concurrencée par de nouvelles puissances et notamment par l'émergence de la Chine. C'est-à-dire que jusque dans les années 2000, vous aviez une Union européenne qui avait comme principale puissance rivale les États-Unis. Et le Japon, forcément, était un petit peu derrière en termes de concurrence. Là, avec la Chine, vous avez l'émergence d'un deuxième pays dont la puissance économique à lui seul peut concurrencer avec l'Union européenne et qui va se positionner dans les années qui suivent au même niveau en réalité que les États-Unis. Alors là, je vous ai mis quelques statistiques qui donnent plutôt l'impression que l'Union européenne est bien positionnée. Alors d'abord, ça date de 2017, et dès qu'on parle de la Chine, quelques années suffisent à rendre des informations assez obsolètes, mais ça vous montre que dès 2017, la Chine, 15% du PIB mondial, face à l'Union européenne, 22%. Vous enlevez le Royaume-Uni, vous faites passer l'Union européenne à 18%, vous estimez notamment qu'avec la crise du coronavirus, la Chine a augmenté son PIB, et vous arrivez à une situation où la Chine est en fait en train de devenir équivalente à l'Union européenne. En exportation de biens, la Chine est encore derrière, mais évidemment, il faut tenir compte du fait que l'Union européenne va aussi avoir énormément d'exportations entre ses pays membres. Et finalement, ce potentiel de la Chine apparaît actuellement supérieur à celui de l'Union européenne, avec notamment des taux de croissance économique qui sont très très largement supérieurs et une différence qui va s'accentuer avec la crise du coronavirus. On peut aussi observer que depuis quelques années, l'Union européenne a un déficit commercial de plus en plus colossal vis-à-vis de la Chine. C'est le même problème d'ailleurs pour les États-Unis vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire que l'Union européenne importe beaucoup plus de produits chinois qu'elle n'en exporte elle-même vers la Chine. Autre limite de la puissance européenne, les limites de l'innovation et de la recherche. Alors attention, l'Union européenne reste une très grande puissance scientifique, technologique, qui peut s'appuyer sur de très bonnes universités, sur le dépôt de nombreux brevets scientifiques, mais on observe que par rapport à ses principaux rivaux, le Japon, la Chine, les États-Unis, les pays de l'Union européenne ont tendance à accorder à la recherche et développement un pourcentage de leur PIB un petit peu inférieur. Et comme vous voyez sur ce diagramme, ça fait que l'Union européenne est devant le Japon, mais on va dire forcément. Par contre,
assez loin derrière les États-Unis et s'est fait complètement dépasser par la Chine. Concrètement, qu'est-ce que ça va entraîner? Des domaines, on l'a vu, comme l'aéronautique, où l'Union européenne est à la pointe. Dans les domaines de la médecine, de la chimie, ça va être la même chose. Dans les biotechnologies également. Mais par contre, d'autres domaines dans les nouvelles technologies, comme tout ce qui est télécommunications, informatique, Internet, là, l'Union européenne est complètement larguée par les États-Unis, le Japon et la Chine. Donc de graves faiblesses dans ce domaine des nouvelles technologies. Et puis surtout, et là c'est probablement en fait la limite la plus fondamentale de l'Union européenne, il faut savoir de quoi on parle et surtout il faut savoir ce qu'on compare. Est-ce qu'on peut vraiment comparer l'Union européenne avec les États-Unis ou la Chine? Les États-Unis, la Chine, ce sont des États. Les États-Unis, c'est un État fédéral, mais malgré tout un État uni. La Chine est un État extrêmement centralisé dans son fonctionnement. L'Union européenne, ce que j'ai fait là pour l'instant, j'ai additionné en fait les PIB de la France, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Évidemment, l'Union européenne a des institutions communes. L'Union européenne prend des décisions communes. Mais malgré tout, ça reste une addition de 27 États qui ne sont pas toujours d'accord, qui n'ont pas les mêmes politiques économiques, qui sont surtout rivaux. La France cherche à rattraper, par exemple, l'Allemagne. La France est en rivalité avec des pays à la puissance à peu près équivalente comme l'Italie. Et du coup, ces rivalités peuvent prendre le pas sur les politiques communes. Surtout, l'Union européenne va avoir énormément de mal à parler d'une seule voix face à la Chine ou aux États-Unis. Et ces puissances en sont totalement conscientes. Elles savent que l'Union européenne, dans une certaine mesure, est un interlocuteur économique, mais qu'il peut y avoir des divergences entre ses membres. Et ils savent également que dans le domaine diplomatique, politique, militaire, là, l'Union européenne est extrêmement limitée dans ses capacités d'action. Donc, un problème, on va dire, peut-être plus fondamental, celui de l'unité même de l'Union européenne. Certains auraient voulu d'une union fédérale, d'une véritable fédération. On en est encore très très loin. Et la meilleure preuve de ces limites, c'est évidemment le Brexit. Le départ du Royaume-Uni, la première fois qu'un pays quitte l'Union européenne, non seulement ça a affaibli énormément la puissance économique de l'Union européenne, mais ça pose des questions sur la suite des événements. Est-ce que d'autres pays ne seront pas tentés par une sortie de l'Union européenne? Et on voit actuellement que l'Union européenne fonctionne assez mal, qu'il y a des divergences extrêmement importantes, notamment entre des pays comme la France et des pays de l'Est, comme la Pologne, la Hongrie, que l'Union européenne a beaucoup de mal à gérer certains problèmes, comme les problèmes migratoires, et que du coup, son poids économique est remis, au moins en partie, en question.